Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Oui, mais vous n'avez jamais cité le titre du livre, et ça, il faut vraiment le faire. hmm. Donc, il faut dire le dernier livre de Valérie Zanetti s'appelle. Voilà. Mais vous l'avez dit. Oui, mais je vais couper toutes mes questions. Ah, toutes les questions sont coupées. Oui. D'accord. Comme ça, l'avantage, c'est que l'auditeur a l'impression que vous adressez directement à lui. Alors c'est dans le faisceau des vivants. Hmm. Mais n'attendez pas de moi que je commente cette phrase. Mais je crois que dans les exergues, elle dit d'où elle est tirée. Oui. Vous vous en souvenez parce que j'ai un petit blanc de d'où est tiré dans dans le faisceau des vivants. Écoutez, si je me souviens bien, c'était une phrase extraite du Talmud. Hein, bon, on peut regarder. Est-ce que je l'ai là? Oui, alors, en fait, c'est une prière. Et que son âme soit tissée dans le faisceau des vivants. Mais ce mot de vivant, évidemment, est très important parce que c'est pas un livre sur la mort de quelqu'un. Il y est question de la mort de quelqu'un, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les vivants. C'est-à-dire, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, au fait que... Bon, je recommence, parce qu'il y a trop de bruit. Dans le faisceau des vivants, oui, être inscrit dans le faisceau des vivants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne meurt jamais chez l'homme. Et, et c'est ça dont il est question dans ce livre. C'est tout. C'est une certaine conception du temps aussi, qui est assez proche de celle d'Aaron Appelfeld. Un temps où passé, et présent et futur sont portés à l'intérieur de soi d'un seul et même mouvement. Alors, oui, je ne sais pas. C'est un titre mystérieux dans le faisceau des vivants, et encore une fois, je n'ai pas l'intention de le commenter ou de l'expliquer maintenant, euh, mais il suggère euh, une dimension dans la vie des hommes et des femmes qui va au-delà du simple déroulement de leur existence, si vous voulez. Quelque chose qui demeure. Alors, qu'est-ce qui demeure? Toute la question est là. Hein, mais ça va au-delà de la psychologie de telle ou telle personne, de ce qu'il ou elle a fait dans sa vie, des livres éventuellement qu'il a écrits. Je pense que c'est une autre dimension. Et je mentionnais le fait que Aaron Appelfeld avait étudié ce qu'on appelle la mystique juive, et même s'il n'en parle pratiquement jamais dans ses livres, c'est quelque chose qui était très présent chez lui. Je l'ai vérifié à plusieurs reprises. On avait une espèce
de jeu, tous les deux, parce que moi je suis un juif déjudaïsé. Hein. J'ai pas eu d'éducation religieuse, j'ai pas fait de bar mitzvah, etc. Mais le judaïsme m'intéresse beaucoup. Et donc ce jeu qu'on avait avec Aaron Appelfeld, c'est que de temps en temps il me disait, bon alors voilà, évidemment tu ne sais pas ce que veut dire ce mot. Et je lui disais, ben si, je pense que ça veut dire ça. Il me dit, ah bon, ah il n'est pas aussi ignorant que ça. Voilà. Évidemment je ne savais pas grand-chose, mais quand même, quand même. Et dans le faisceau des vivants, c'est une phrase qui est une très grande fidélité à l'esprit de l'œuvre d'Appelfeld. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein, pour moi. Pour moi, c'est parfait. J'aurais juste besoin que vous me citiez les différents titres d'Aaron Appelfeld. Alors, je ne sais pas si quelque part vous avez un livre de lui avec les... Ben, ils sont tous là, en principe. Non, pas dans celui-là, mais... il faudrait... Ah, il y en a un, regardez. Jour d'une stupéfiante clarté. Les jours d'une stupéfiante clarté. Derrière. Un petit peu à gauche. Hop, ici. Ouais, et là. Vous voulez que je les énumère? Oui, je veux bien que vous disiez. On a publié. Après, si quelques mots vous viennent sur certains titres, tant mieux. Mais c'est plus qu'on ait en tête les choses qui ont été publiées. Alors nous avons publié 15 ouvrages d'Aaron Appelfeld. Certains ont été publiés directement en poche par la collection Point, la collection de poche du Seuil. C'était des titres qui avaient été publiés par d'autres éditeurs précédemment. Et donc, chronologiquement, les éditions d'Olivier ont publié Histoire d'une vie, L'amour soudain, Floraison sauvage, L'héritage nu. Alors là, j'ouvre une parenthèse, parce que l'héritage nu, c'est une série de conférences. Ça n'est pas un livre de fiction. Badenheim 1939, Silly, Le temps des prodiges, L'immortel Bartfus, Caterina, La chambre de Mariana, Et la fureur ne s'est pas encore tue, Le garçon qui voulait dormir, Les eaux tumultueuses, Les partisans et Des jours d'une stupéfiante clarté. Et je précise que Histoire d'une vie a obtenu le prix Médicis étranger en 2004. C'est très important pour lui. Oui, oui, ça comptait beaucoup pour lui. Et l'accueil du public français a beaucoup compté, effectivement. J'ai une dernière petite chose à vous demander. Quand il y a eu le petit choc sur le micro, vous avez dit il a reconstitué. Est-ce que vous pourriez essayer de refaire la phrase? Parce que je pense que oui, c'était important. C'était un moment important. C'était quoi la phrase? Il a reconstitué un monde dans son œuvre, c'est ça, hein? C'était cette idée, donc je pense que, ça me semble important, je ne sais pas si on le prendra, mais si on le prend, parce que sinon ça ne va pas être utilisable. Je me souviens plus ce que j'ai dit. En fait, à ce moment-là de la conversation, vous parliez de ce voyage à Tchernovitch qu'il avait fait, et ensuite du fait que dans son œuvre, il avait reconstitué un monde à lui. Ah oui.
il y a deux Tchernovitz. Il y a le Tchernovitz historique, qu'il a connu enfant et dans lequel il est revenu beaucoup plus tard. Et puis, il y a le Tchernovitz intérieur, qu'il a complètement reconstitué et qui n'appartient qu'à lui finalement. Et qu'il a une ville qui est faite d'impressions, d'émotions, de pensées qui lui sont propres. Alors ça peut paraître étrange, mais c'est pas si étrange que ça. Si on songe par exemple au rapport de James Joyce avec Dublin, ou de Proust avec la Normandie, ou de Faulkner avec le sud des États-Unis, à chaque fois, il y a des paysages, un monde, des personnages réels, et puis il y a ce que l'écrivain invente. Il réinvente en fait la ville, le lieu, le paysage. Donc on peut dire que le Tchernovitz d'Appelfeld n'existe que dans ses livres. Parfois, à travers des aperçus un peu obliques, comme ça, on en perçoit quelque chose. Mais c'est une matière littéraire, en fait, pour lui. Beaucoup plus qu'une sorte de témoignage historique. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette affaire de l'article du New Yorker, je soupçonne que quand il m'a répondu qu'il avait enlevé ce passage parce que c'était trop sentimental, ça n'était qu'une partie de la vérité. Je crois que tout simplement, ça n'avait pas sa place. C'était pas la même matière que le reste du livre qu'il était en train d'écrire, et donc il fallait l'enlever, c'est tout. Ça vous va? Super. C'est parfait, c'est encore mieux.